Les gens sont efficaces parce qu'ils disent non, parce qu'ils disent ceci n'est pas pour moi. Et durant 2 ans, j'ai dit non à cette chaîne YouTube parce que j'avais une autre priorité. Mais récemment, j'ai eu un événement qui m'a redonné envie de me remettre aux vidéos et à nouveau de pouvoir partager avec ma voix et avec mon image des concepts qui me tiennent à cœur. Et cet événement, c'était un TEDx qui a eu lieu à Marseille. Et pour la première fois, j'ai pu partager en 18 minutes et en anglais une idée sur une thématique générale qui était celle de nos limites. Et ce jour-là, j'ai décidé de partager avec les participants l'idée suivante. Une vie active sans réveil est synonyme de liberté. Donc, c'est-à-dire la capacité d'avoir une vie active sans avoir le besoin de mettre un réveil, d'utiliser un réveil, est synonyme d'une grande maîtrise de son environnement. Alors évidemment, cette idée fait jaser, cette idée fait parler, cette idée est un peu controversée, cette idée est peut-être un peu utopique. Naturellement, certains jours, j'utilise encore un réveil, mais j'avais envie de soulever un point important durant cette… Enfin, il y avait plusieurs points, mais un point qui était vraiment important, c'est que ce qui est essentiel dans la vie, c'est le temps. Avoir du temps libre. Car on peut gagner et perdre de l'argent, mais du temps, on ne peut pas en regagner. En tout cas, pas encore. Peut-être que dans quelques décennies, on sera en mesure de uploader, de télécharger notre conscience dans des microprocesseurs, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et le temps est ce qui est essentiel. Et pour revenir sur cette chaîne YouTube, pour cette première vidéo, j'ai envie de vous parler de ce concept qui est l'essentialisme. Alors, je me baladais il y a quelques mois maintenant à Singapour dans une vieille librairie et je me souviens quand les BD de Batman et Superman entre de vieux Playboy, édition limitée probablement, et des livres de différentes religions, je tombe sur un livre qui s'appelle Essentialisme, de la poursuite disciplinée du moins, qui a été écrit par Greg McKeown. Je ne crois pas qu'il y ait eu de traduction en français et c'est pour ça que j'ai décidé initialement d'en faire une note de lecture via un article que j'ai publié sur organisology.com. Mais là, j'ai envie d'en faire une vidéo parce que c'est un concept qui m'a beaucoup plu et parce que vu que en ce moment je voyage avec un sac à dos de 40 litres, je ne peux pas me permettre de conserver les livres que je lis, mais j'ai quand même envie de pouvoir revenir sur les principes qui m'ont beaucoup parlé et je le ferai en regardant cette vidéo ou en regardant l'article complet qui se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, là j'ai envie de partager avec vous la définition d'un essentialiste. Un essentialiste est une personne qui a compris que très peu de choses sont vraiment essentielles dans la vie. Et ça, c'est vrai quand on évolue dans un monde qui fonctionne selon le modèle du capitalisme, on prend conscience que le capitalisme, pour fonctionner, il a besoin d'une croissance perpétuelle. Et donc, pour alimenter la croissance, on va, à coup de publicité, donner envie d'acheter des choses qui sont inutiles pour convaincre des gens que l'on ne connaît pas, comme dirait Tyler Durden dans mon film favori, Fight Club. Je devrais le lire, je devrais le revoir, Fight Club, et vous aussi. Et donc ça, c'est le premier point à bien saisir, c'est qu'un essentialiste comprend que très peu de choses sont vraiment essentielles. Et il y a 3 croyances qu'un essentialiste a constamment en tête. Et là, maintenant, j'ai envie de les partager avec vous. La première croyance, c'est que nous avons le choix. Nous avons le choix de dépenser notre énergie comme on le souhaite. Nous avons le choix de dépenser notre argent comme nous le souhaitons et nous avons le choix de dépenser notre temps comme nous le souhaitons. Surtout si vous regardez cette vidéo. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est que beaucoup de gens vont, plutôt que de changer de direction parce qu'ils se rendent compte à un moment donné dans leur vie qu'ils se sont plantés, ils vont investir énormément d'énergie pour s'auto-convaincre qu'ils sont heureux, qu'ils vont bien, qu'ils sont libres, etc., etc. Je me souviens, il y a 10 ans, je travaillais sur les chantiers. Je passais beaucoup de temps dans les transports pour aller sur les chantiers. Je gagnais pas beaucoup d'argent et maintenant je voyage beaucoup. J'ai la capacité de générer des revenus via ce site qui me font vivre. Je peux partager mes idées, mais ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Mais je refusais de me convaincre un petit peu plus longtemps, de m'auto-convaincre plus longtemps. Et donc j'ai décidé de changer.
Et ça, c'est le premier truc de base, c'est un essentialiste a le choix. On a le choix et il faut croire en cette idée, sinon tout ce qui suit, le reste de cette vidéo, vous sera inutile. Le deuxième point qu'un essentialiste garde en tête, c'est que presque tout est non essentiel. Presque rien est essentiel. Donc il y a très peu de choses vraiment importantes dans la vie. Et lorsqu'on prend un petit peu du recul sur nos possessions matérielles, sur ce que l'on fait, sur nos relations, et qu'on réfléchit à ces éléments qui nous procurent le plus de bonheur, on se rend compte qu'en général, il s'agit de quelques éléments. Quelques relations vous apportent énormément de choses. Quelques objets vous apportent énormément de joie. Quelques activités vous font vraiment du bien. Et tout le reste, c'est du bruit. Tout le reste, c'est non essentiel. Tout le reste, ça nous distrait. Et donc, il faut trouver ces activités et réussir à les supprimer. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ce que fait un essentialiste. Et le troisième point, c'est que tout est compromis. C'est-à-dire que la société nous fait croire qu'on peut qu'on peut tout faire, qu'on peut voyager partout, qu'on peut faire 36 000 sports, qu'on peut lire énormément de livres. Mais en fait, un essentialiste a compris que pour pouvoir aller en profondeur dans un sujet, pour pouvoir être bon dans un domaine, pour pouvoir connaître une personne en profondeur, alors il va falloir s'investir. Et à partir du moment où on s'investit, on va devoir dire non à d'autres activités, à d'autres personnes, à d'autres livres, à d'autres endroits à visiter. Et donc, un essentialiste a bien compris que chaque oui équivaut à un non. Chaque oui équivaut à un non. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à quelque chose d'autre parce que dans une journée de 24 heures, chaque élément que l'on va faire rentrer prendra du temps et donc va devoir faire sortir quelque chose de ces 24 heures. Et un essentialiste il a bien compris et donc il sait que quand il va prendre une décision, il va devoir faire un compromis. Et ce compromis, je le traduirai par quel est le problème que je souhaite avoir dans ma vie parce que la vie est une succession de problèmes. Ça peut paraître négatif, mais c'est réaliste. Et à partir du moment où on est d'accord, on choisit ces problèmes, on est d'accord de les avoir au quotidien, alors il y a beaucoup plus de chances d'atteindre notre objectif que si on ne s'était pas projeté dans ces problèmes qui vont de toute façon survenir. Donc ça, c'était les trois pensées, les trois croyances qui font la fondation des essentialistes ou qui sont le fondement de l'essentialisme. Donc c'est-à-dire, on a le choix, ensuite beaucoup de choses sont non essentielles et ensuite tout est compromis. Maintenant, on va creuser un petit peu plus profondément et maintenant j'ai envie de partager avec vous 2 leçons qui vont vous permettre de mettre en pratique l'essentialisme dans votre quotidien et ceci dès la fin de cette vidéo. La première leçon à garder en tête, c'est qu'il est difficile d'être un essentialiste au XXIe siècle et ceci pour 3 raisons. Premièrement, nous avons énormément de choix. C'était vendredi passé, je revenais de Lyon et à Genève, j'ai vu une amie et on est allé acheter une bière. On est allé acheter une bière dans un magasin de bière. Et je me suis retrouvé face à ce rayon, il y avait énormément de choix. Et en fait, l'une des conséquences du surplus de choix, c'est que l'on va avoir de la difficulté à choisir parce que choisir et évaluer toutes les possibilités va être très gourmand en énergie et va demander bien plus d'énergie que de ne pas prendre de choix. Et donc souvent, lorsqu'on est face à énormément de choix, on va plutôt rester dans une sorte d'attentisme, on va rester dans l'immobilité. Et une deuxième conséquence d'avoir trop de choix, c'est qu'en fait, dès que l'on va prendre un choix et qu'on va s'engager sur ce choix, après justement avoir eu pas mal de difficultés à se décider, dès que l'on va commencer à voir les premiers inconvénients de ce choix, dès qu'on va avoir les premiers obstacles liés à ce choix, alors qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à regretter ce choix en se disant que les choix que l'on n'a pas pris étaient meilleurs. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à voir l'article de l'essentialisme que j'ai écrit, qui se trouve dans la description de cette vidéo, car dans cet article, il y a une vidéo qui parle du paradoxe du choix, une vidéo qui est très intéressante et qui explique justement comment sortir de ce paradoxe. Donc, il est difficile d'être un essentialiste, notamment parce qu'on a énormément de choix. Deuxième élément,
il n'y a pas que le choix qui s'est démultiplié les dernières décennies, depuis qu'on est vraiment dans ce monde de capitaliste, mais il y a également les influences, le nombre d'influences externes. Et vu que l'humain est un animal social qui cherche à rejoindre un groupe ou à rester dans un groupe, donc à bien se faire voir ou à éviter de mal se faire voir pour être expulsé du groupe, alors il est très difficile pour nous, par exemple, de dire non. Il est très difficile pour nous, spécialement le non aux autres. Il est très difficile de se dire non. Ça, je ne vais pas, par exemple, être un consumériste. Je ne vais pas acheter de voiture. Je vais plutôt me déplacer en transport en commun. Je ne vais pas acheter d'iPhone, etc. Il est très difficile parce qu'en fait, ces marketeurs savent très bien qu'on est des animaux sociaux et ils s'appuient justement sur ce besoin. Et donc, il y a de plus en plus de pression sociale. Et donc, c'est très difficile, à cause de cette pression sociale, de se dire « je suis un essentialiste et je n'ai pas besoin de toutes ces choses qui sont non essentielles ». Et le dernier élément, c'est que nous vivons dans une société qui entretient cette croyance que l'on peut tout faire, et notamment au travail. Alors évidemment, c'est un concept que l'on ne soulève pas souvent, mais au travail, il y a de fortes chances qu'un jour, votre manager, votre direction, vos clients vous disent voilà, ça c'est la priorité 1, la priorité 2, la priorité 3, la priorité numéro 4, la priorité numéro 5, 6, 7, 8. Et au final, on ne sait plus où est la priorité. Alors juste, je ne sais pas si vous le saviez, mais le mot priorité a durant 5 siècles été utilisé qu'au singulier. Donc il n'y avait pas de S à priorité. Entre le 14e et le 19e siècle, il n'y avait pas de S à priorité. C'est uniquement au 19e siècle que l'on a commencé à utiliser ce terme au pluriel. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs priorités. Vous pouvez en avoir une priorité et le reste c'est des objectifs. Donc vous avez par exemple 5 objectifs et dans ces 5 objectifs, vous avez une priorité. Car en travaillant ainsi, vous saurez à tout moment si vous devez dire oui à quelque chose ou dire non à quelque chose. En tout cas, ce sera beaucoup plus facile que si vous avez 3, 4, 5 priorités. Ça, j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup sur le site Organisologie. Donc, vous ne pouvez pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Et maintenant, on va voir la deuxième leçon que j'ai envie de partager avec vous pour être un essentialiste. Et cette leçon représente une boucle itérative. Donc, c'est-à-dire, il y a plusieurs éléments dans cette boucle. Et en fait, chaque élément est un comportement, est une étape de cette boucle. Et ensuite, vous allez sans cesse passer cette boucle parce que c'est le but, c'est ça, une boucle itérative, c'est il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin et c'est ce qui vous permet justement de pratiquer cette discipline qu'est l'essentialisme. Le premier point de cette boucle, c'est que vous allez explorer et évaluer. Le deuxième point, c'est que vous allez éliminer et le troisième point, c'est que vous allez exécuter. Donc maintenant, on va un petit peu zoomer dans ces différents éléments et pour mieux comprendre ce qui les compose. Donc, premier point, explorer et évaluer. Parce qu'un essentialiste va se focaliser sur une ou deux activités, une ou deux compétences, un ou deux objectifs et qui va ignorer beaucoup de choses, il va au début explorer pas mal de choses à faire pour éviter de se tromper de direction. Donc un essentialiste par exemple qui veut faire du sport, il va tester plusieurs sports. Et après avoir testé 5, 6, 7, 8 sports, il va se dire je vais faire de l'escrime, je vais faire du basket, je vais faire de la natation parce que je suis bon là-dedans, parce que ça me plaît. Et si on parle d'un point de vue professionnel, parce que le monde a besoin de ça. Et donc ça se rapproche d'un concept que vous connaissez peut-être qui s'appelle l'ikigai. L'ikigai qui est un concept japonais et qui permet finalement de trouver sa raison de vivre, sa raison de se lever le matin. Et donc c'est des questions que je vous invite à vous poser maintenant. Donc mettez la vidéo sur pause, mais c'est en gros, c'est vous dire, ok, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui m'inspire dans la vie? Et le deuxième point, c'est de se dire, ok, dans quoi est-ce que j'ai du talent? Alors des fois, ce n'est pas évident de répondre à ces questions, ce n'est pas facile. Des fois, ça nécessite justement de passer à l'action pour se rendre compte où c'est qu'on a du talent. Ou alors les gens vont vous appeler pour vous demander conseil. Et le troisième élément, c'est de quoi le monde a besoin. De quoi le monde a besoin. Et donc, si ce sujet, pour vous, c'est un peu flou, vous ne savez pas exactement par où commencer, vous ne savez pas exactement comment explorer, alors j'ai défini un guide, j'ai créé un guide gratuit qui a été téléchargé des centaines de fois, qui s'intitule « Choisir et définir son objectif ». Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens décident de gérer leur vie, donc mieux s'organiser, utiliser des plans, des to-do lists, des méthodes d'organisation, mais ils ne savent même pas où ils vont, ils ne connaissent pas leur direction. Donc, le principe de base, c'est toujours le même, c'est diriger et ensuite gérer. Et pas l'inverse.
Okay? Donc le lien du guide se trouve dans la description si ça vous intéresse évidemment. Donc ça, c'était le premier point. Explorer, évaluer. Le deuxième point, c'est éliminer. Et Greg, l'auteur du livre L'essentialisme, il explique que pour éliminer, il va falloir dire non. Et dire non, c'est pas uniquement avoir une discipline rationnelle, donc je vais dire non parce que blablabla, mais c'est également une discipline émotionnelle à avoir. C'est une résistance émotionnelle à avoir parce que les personnes à qui vous allez dire non, parce qu'elles vont vous proposer des opportunités, parce qu'elles vont vous dire fais ci ce soir avec moi, fais ci ce week-end avec moi, et vous allez dire non. Ces personnes, certaines, ne sont pas prêtes à recevoir le non et donc vont vous faire culpabiliser ou alors vous allez vous sentir mal. Et ça, c'est lié au fait que nous sommes câblés pour avoir de la difficulté à dire non, simplement parce qu'il y a très longtemps, les groupes qui collaboraient ensemble allaient augmenter leurs chances de survivre. Par exemple, s'ils partaient à la chasse, lorsqu'ils chassaient ensemble, ils avaient plus de chances d'attraper de gros prédateurs et moins de chances de mourir en attrapant de gros prédateurs. Et donc, ça, c'est vraiment profondément ancré en nous. On a vraiment une réticence à dire non. Donc, dans l'article en lien de cette vidéo, j'explique comment dire non. Là, je veux simplement vous partager une idée qui m'a beaucoup aidé pour dire non plus facilement. Et cette idée, c'est la suivante. Dire non est un troc social. Vous allez troquer de la popularité sur le court terme pour du respect sur le long terme. On respecte beaucoup plus facilement les gens qui nous disent non. Pourquoi? Parce qu'on a de la difficulté soi-même à dire non. Donc, une fois que vous avez éliminé, le troisième point de cette boucle itérative, c'est d'exécuter. Et il y a Derek Sivers, qui est un entrepreneur américain, qui dit la valeur d'une idée est proche de zéro tant que celle-ci n'est pas accompagnée d'une exécution de qualité. Et je le vois énormément autour de moi ou chez les lecteurs de mon blog, beaucoup de personnes ont d'excellentes idées, mais l'exécution de ces idées, le fait de faire naître ces idées et de l'amener au monde fait défaut. Et donc, c'est pas pour rien que j'ai créé un système complètement basé sur l'exécution qui s'appelle le système scoreur et qui permet justement d'augmenter les chances de commencer un projet et surtout de terminer ce projet. Et donc, les essentialistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir du principe que l'exécution en soi n'est pas compliquée, mais qu'il y a des obstacles dans l'environnement qui font que celle-ci devient compliquée. Par exemple, si vous travaillez dans un open space, le bruit des téléphones, le bruit des gens qui rentrent, le bruit de vos collègues, le bruit des imprimantes, etc. font que vous êtes concentré et tout d'un coup, ces bruits vont vous déconcentrer. Et en tant que travailleur du savoir, c'est super important d'être en mesure de vous concentrer. Parce que vous allez avancer beaucoup plus rapidement sur vos différents projets. Et donc, les essentialistes ont compris cela. Ils essayent de trouver le flow qui est un concept que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a popularisé, ou a même inventé, sauf erreur. Et donc, ils vont essayer de se plonger dans le flow en s'organisant, en réduisant les obstacles de leur environnement afin de créer une exécution facile. Et donc, ça, c'était pour la partie de l'exécution. Maintenant, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo. L'idée, c'était pas de résumer la totalité du livre, mais de certains concepts qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Et j'ai envie de citer quelques éléments que vous allez apprendre également si vous acquérez ce livre. Acquérir ce livre, ça se dit? Ouais, je crois que ça se dit. Des fois, je mélange avec l'anglais. Mais bon, si vous achetez ce livre. Donc, le premier truc que vous allez apprendre, c'est à poser des limites et à vous faire respecter pour ces limites. Le deuxième truc que vous allez apprendre, c'est vous allez découvrir une matrice qui va vous permettre de prendre des décisions. Alors, je ne parle pas quel pain je vais acheter, quel fromage je vais acheter, quel légumes je vais acheter, mais des décisions qui vont vous aider pour les choix importants de votre vie. Et ensuite, vous allez apprendre plein d'autres techniques pour réussir à donc placer des limites, comme je l'ai dit, mais également vous faire respecter pour ces limites. Et puis ensuite, vous allez apprendre à mieux exécuter au quotidien, notamment avec le concept du flow de Mihaly Csikszentmihalyi que je répète pour la deuxième fois. Voilà. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé, que je vous recommande. Et si vous souhaitez avoir voir d'autres vidéos de ce genre sur des notes de lecture qui m'ont énormément inspiré ou alors sur simplement des techniques et des stratégies qui me permettent de rester serein et productif au quotidien, alors je vous invite à vous abonner à la vidéo ou à la chaîne plutôt, vous abonner à la chaîne, j'y arrive plus, mais vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, de mon retour 2 ans après et d'aller faire un saut sur l'organisologie.com. Voilà, à très vite.